Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on cherchera à savoir si les loteries en ligne sont truquées ou pas. On s'interrogera davantage sur Euromillions. Alors je tiens à dire déjà de prime abord que ce n'est pas parce qu'on émet des doutes sur un système étatique ou supra-étatique que vous ne pouvez pas attirer dans la vie des choses de manière vibratoire. Là, on parlera d'un système qui peut être truqué, mais vous pouvez bien sûr tout à fait, si vous pratiquez la visualisation, la magie, etc., vous pouvez bien sûr attirer des sommes d'argent dans votre vie, mais en général, ça ne viendra pas de loterie. Vous aurez, je ne sais pas, un héritage qui se débloquera, une assurance vie qui se débloquera, un nouveau job, etc. Mais ça ne remet pas du tout en question la fausseté éventuelle d'un système de jeu. Parce que, comment dire, l'univers va vous apporter en général ce sur quoi vous vous concentrez le plus. Mais, bon, voilà, grosso modo, ça ne sera pas forcément vous en gagner à la loterie. Donc ça ne remet pas ça en cause. Donc j'imagine que dernièrement vous êtes tombé sur cette news. Euromillions, une joueuse bretonne qui venait d'être licenciée, remporte le jackpot de 109 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est le storytelling qu'il y a de plus en plus en ces temps difficiles. Derrière, pour moi, c'est hautement suspicieux. Elle aurait joué à l'Armor Plage le 1er septembre. C'est très précis. Alors, c'est évident que c'est éminemment dangereux, si c'était vrai, de dire dans quelle municipalité cette grille a été jouée, parce qu'il peut y avoir les patrons, les bistrots en question, enfin des bars tabac, mais aussi des gens qui peuvent enquêter et guetter le moindre mouvement de richesse dans leurs environs. Enfin, ce serait extrêmement dangereux pour la personne de donner des indices aussi précis. Ce qui est intéressant aussi, oui, c'est les phrases. Il paraît que j'avais plus de chances de me faire frapper par la foudre que de gagner à la loterie. Il faut croire que le destin en a décidé autrement. Alors qu'elle venait de perdre son emploi, cette Française s'apprête donc à devenir millionnaire. Je m'inquiétais beaucoup, mais je n'ai plus la pression du travail désormais, a-t-elle relaté. Ce qui est intéressant donc dans le storytelling qui est souvent dit, c'est que ce sont rarement des gens qui sont à l'équilibre dans leur vie financière, alors que je suis certain qu'il y a des gens qui adorent jouer juste pour l'amour du jeu aussi. Et c'est vraiment un storytelling qui peut séduire les gens qui sont le plus dans la précarité, parce qu'à chaque fois on nous dit elle était au chômage, il ou elle venait de se faire virer, ou divorcer, ou c'était un éboueur, ou alors une femme de chambre qui a galéré pendant 40 ans. C'est souvent ce type de profil qu'on met en avant, peut-être pour attirer le chaland, je sais pas du tout. Alors ici on avait quelque chose d'autre intéressant. Il y a eu dans l'histoire quelques petites choses troublantes, dans l'histoire des gains en loterie. Euromillions, après avoir perdu 46 fois, un joueur attaque la FDJ en justice. Alors on pourrait se dire c'est juste un loser qui en a marre, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le plaignant aurait remarqué une irrégularité dans l'attribution de ses codes MyMillions et réclame dédommagement pour perte de chance et inégalité de traitement. Il soutient que l'affectation des codes MyMillions n'est pas systématiquement aléatoire. Le code en question est affecté à chaque joueur. Or, selon le plaignant, deux types de codes MyMillions peuvent être distingués. Un premier compris entre AA et VV, qui aurait systématiquement les joueurs qui remplissent une grille individuelle, et un deuxième compris entre VV et ZZ, qui serait lui réservé aux gros joueurs qui valident les combinaisons. Les gros joueurs discriminés, selon qu'on est petit ou gros joueur, on ne tombe pas dans le même sac, résume l'avocat du joueur, spécialiste dans le droit des jeux. Une irrégularité que la FDJ aurait cherché à camoufler, bizarrement, il y a eu un gagnant avec un code compris entre VV et ZZ quand on a déposé le recours. Donc, ce qui est intéressant, et a priori ça semble contre-intuitif, c'est que ce serait un système qui favoriserait les joueurs récréatifs irréguliers. Mais c'est un petit peu la même chose, on parlera du poker en ligne tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose dans le poker en ligne. En général, ces systèmes-là ne favorisent pas les joueurs qui savent ce qu'ils font, qui ont éventuellement des techniques ou qui réfléchissent à optimiser leur jeu. C'est pas ces gens-là que on ferait gagner le plus au conditionnel. Non, ce sont les joueurs récréatifs. Pourquoi ? Parce que ça rapporte plus au niveau du nombre. Il y a plus de gens qui ne savent pas ce qu'ils font que de gens qui réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez me retrouver sur mon site web. Vous avez la possibilité de vous inscrire
pour recevoir les derniers articles, environ un par mois. Il y a aussi mon Patreon, sur lequel il y a 665 publications, dont beaucoup d'anciennes vidéos, parce que sur ma chaîne secondaire, même en remettant régulièrement, il y en a que 233 sur 1200, hein, je vous le rappelle. Donc vous avez peut-être remarqué que seuls les liens qui sont dans cette vidéo de la présentation de ma chaîne sur l'accueil sont cliquables, hein, alors que dans toutes les autres vidéos, voilà, ça s'affiche sous forme de texte. Et YouTube m'a empêché de les rendre cliquables, pour nous embêter encore plus, hein, notre communauté. Mais il suffit, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, il suffit de surligner comme si c'était du texte, ou plutôt une adresse mail. Vous copiez, vous ouvrez un nouvel onglet, vous collez l'adresse, et voilà, vous accédez au lien. Hein, ici, ma chaîne Odyssée. Alors, le site web, donc vous avez des articles que je fais, ici par exemple un extrait du livre de Pierre Mariel. Vous avez aussi des audiobooks en ligne, donc qui sont archivés sur archive.org, mais que vous pouvez lire directement sur le site. Et les articles, en fait, ils ne sont bien sûr pas tous inclus dans le menu qui est ici. Si vous cliquez sur la rubrique articles, alors vous avez les derniers qui apparaissent, mais vous pouvez surtout taper un mot-clé tout en haut, par exemple MK Ultra. Et là, vous avez voilà, tous les articles qui parlent de près ou de loin de MK Ultra. Par rapport au QR code que je mets dans certaines vidéos, eh bien, vous avez bien compris que c'est pour pallier au fait que la plateforme m'interdise de mettre des liens cliquables. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, on aimerait bien leur demander la raison, mais bon, on s'en doute. Donc, je les mets parce que c'est intéressant, un QR code. Enfin, c'est comme un code barre. Hein. Un code barre, ça existe depuis 45 ans. Hein. Je comprends qu'on soit allergique au QR code, mais ici, ça redirige simplement vers une référence, donc en l'occurrence, un lien. Et c'est la seule façon que j'ai de vous mettre comme un lien cliquable, puisque avec votre smartphone, vous pouvez scanner le code et accéder donc à la page qui est concernée. Moi non plus, j'aime pas ça, les QR codes, mais faut être smart, faut être malin, parce que les plateformes nous bloquent de plus en plus, donc c'est un moyen visuel pour vous, en fait, d'accéder à un lien, tout simplement. Et justement, pour en venir au monde du poker en ligne, bien sûr, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire « Ouais, tu remets en question le fait de savoir si le poker en ligne est truqué ou pas. C'est juste parce que tu es un loser, tu perds de l'argent, etc. » Donc ça, c'est le truc des trolls absolus, hein, les mêmes trolls qui viennent essayer de dévier les conversations, même sur nos chaînes YouTube, etc. C'est le même genre de personnes. Alors, algorithme de jeu de poker. Naturellement, les grosses rooms de poker en ligne vous disent depuis des années notre algorithme de distribution des cartes est audité tous les ans par telle société privée, etc. Mais quand on y pense, c'est leur parole contre la nôtre. C'est on est une société privée, on vous assure qu'on fait appel à une autre société privée pour nous auditer de façon très sérieuse. Et rien n'empêche les irrégularités, c'est évident. D'ailleurs, on a quelques petite preuve dans l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010-2011, aux USA, le FBI bloque 3 géants du poker en ligne, accusés de fraude bancaire, blanchiment d'argent et infraction au jeu de hasard. Hein. C'était pas juste à cause du blanchiment d'argent. PokerStars, Full Tilt Poker et Absolute Poker ont vu leur nom de domaine en .com et leur compte bancaire à l'étranger saisi. Alors certains aujourd'hui s'en sont remis et existent toujours, d'autres n'existent plus. Mais on a eu des cas de fraude avérée, comme Pot Ripper, le fameux super utilisateur qui était un employé d'Absolute Poker, et qui voyait, ça a été avéré, qui voyait en fait les cartes de tous les joueurs. Donc effectivement, les choses étaient plus faciles pour lui. Donc je répète, hein, il n'y avait pas que blanchiment d'argent, etc. Il y avait infraction au jeu de hasard. Et si on regarde certaines courbes de gains de certains joueurs, c'est vrai que c'est assez surprenant de gagner aussi régulièrement. On a même des courbes où il n'y a quasiment aucune variance. La courbe est parfaitement lisse et exponentielle, ici aussi. C'est vrai que ça peut poser question. Ça peut poser question. Et pour avoir été un joueur de poker, je me suis arrêté il y a quelques années,
Ce que j'avais remarqué qui était étrange, c'est juste après les périodes de dépôt où vous déposez de l'argent au départ sur votre compte, vous pouvez gagner. Moi, je me souviens la première fois où je m'étais inscrit sur .fr. J'avais déjà un compte .com auparavant, mais là c'était la première fois sur le FR et j'avais mis de l'argent pour la première fois. Et en fait, j'ai toujours eu un jeu assez régulier, j'ai toujours joué des tournois. Et là, vraiment, en une semaine, j'ai gagné 3 tournois avec des sommes sympas, quoi, 500 € à chaque fois. La première semaine, ouais, j'avais 1500 ou 2000 €, je sais plus. Et j'ai continué à jouer de la même manière, etc. Et ensuite, eh bien, j'ai encaissé beaucoup plus de variance et objectivement, parce que vous voyez des milliers de mains passer devant vous, objectivement, les mains de départ ensuite ont été beaucoup moins favorables pendant une longue période. Et bien sûr, on peut dire, ouais, mais ça c'est la variance, c'est-à-dire tu as débuté sur un cycle qui t'était bénéfique au niveau variance, et ensuite, bah, tu as encaissé la variance qui est naturelle. Mais ce qui est très étrange, c'est que c'est comme par hasard, dès le début, que tu gagnes pas mal, et c'est ensuite que tu encaisses la variance. Ça me fait un petit peu penser, on y viendra plus tard parce qu'on analysera ces statistiques. Le premier jeu, le premier tirage, hein, pas le premier gain, le premier tirage, le 13 février 2004 de l'Euro-Million, comme par hasard, regardez, premier rang, il y a un gain de 15 millions d'euros. Il y aurait très bien pu y avoir 5 ou 10 tirages sans gain. Mais non, là c'était le lancement du truc, donc comme par hasard, il y a un gain dès le départ. C'est ça qui est troublant. Il ne faut pas avoir fait l'ENA ou Sciences Po pour deviner que, bien sûr qu'il y a de la variance, mais qu'elle nous soit bénéfique au début et beaucoup moins ensuite, c'est ça qui est étrange. Et pourquoi elle le serait moins ensuite ? Mais parce que, de façon évidente, quand vous avez un avantage au poker sur les autres, c'est ce que les plateformes n'aiment pas, sauf si vous êtes un joueur sponsorisé qui travaille pour eux, etc. Mais les plateformes n'aiment pas ça parce que il y a 50% de hasard dans le poker et 50% d'intelligence, de logique, etc. Et bien évidemment, enfin, quelqu'un qui a un QI de 140 et qui joue avec un joueur récréatif qui a un QI de 75, bien évidemment que vous n'êtes pas aussi intéressant que les autres, parce que s'il y avait que des gens comme nous, enfin pardon, comme ceux qui ont un avantage, ils passeraient leur temps à plumer les pigeons, et les pigeons ne viendraient plus du tout sur la plateforme, ils en auraient marre. Donc, pour lisser en fait le niveau... En fait, quand vous avez vu le film que je vous avais présenté, le film Harrison Bergeron, avec cet état qui égalise tout pour que tout le monde ait les mêmes chances, enfin la plèbe en tout cas, pas les élites. Vous avez tout compris, c'est-à-dire que pour égaliser les chances, eh bien, l'algorithme sera un peu moins aléatoire que ce que vous pensez, et on va égaliser le jeu de cette façon. C'est que ensuite c'est au conditionnel, hein, mais si l'algorithme par la suite faisait en sorte de vous distribuer de moins en moins de bonnes cartes de départ, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important. Même s'il n'y a pas que les cartes, il faut jouer aussi les joueurs. Quand vous n'avez personne en face physiquement, c'est plus difficile d'analyser effectivement la faiblesse d'un joueur, etc. Quand on joue en ligne, on joue beaucoup plus les cartes. Après, vous allez me dire, il y a une façon d'aller au-delà de ce problème, ce serait de jouer toutes les cartes et de jouer uniquement en fonction des réactions que vous avez en face. Donc, mais c'est un jeu qui crée aussi beaucoup de variance, qui est assez dangereux, etc. Mais de cette façon, l'algorithme pourrait rien y faire, quoi. Enfin, pas grand-chose. Si l'algorithme modifie uniquement la distribution des cartes au départ, parce qu'effectivement, si il était avéré que ça modifierait aussi le jeu après le flop, effectivement, là, ça serait embêtant. Mais voilà, c'est-à-dire que potentiellement, à partir du moment où vous déposez de l'argent sur la room, pour vous encourager un minimum, l'algorithme va vous être favorable, au terme de distribution de cartes, je parle. Et ensuite, peut-être qu'il va analyser votre jeu, et voir que vous êtes solide, sérieux ou serré agressif, et peut-être que de plus en plus, eh bien, surtout si il voit que vous jouez les cartes, il va vous distribuer de moins en moins de bonnes cartes, et vous allez donc laisser un peu beaucoup de votre avantage
aux autres joueurs récréatifs. C'est pas compliqué à comprendre. Et d'autant plus que comment gagnent-ils leur vie, les rooms en ligne? Eh bien, prennent une commission sur chaque pot gagné. Et pourquoi un joueur récréatif est plus intéressant? C'est parce qu'il n'est pas très logique. Et parfois, il peut mettre tout son tapis, parce qu'il pense qu'il a l'avantage, alors qu'en réalité, logiquement, il devrait pas miser tout son tapis, par exemple. Mais ça fait davantage de commissions pour la plateforme. C'est beaucoup mieux qu'un joueur régulier et sérieux qui optimise ses mises. Donc c'est évident que favoriser les joueurs récréatifs, c'est bien plus intéressant. Alors, on parlait d'algorithmes de distribution des cartes au niveau du poker, et ce qui est intéressant, c'est que on peut faire le lien. Il y a eu des cas, c'est pas uniquement du complotisme, il y a eu des cas de triche avérée aussi dans les loteries. Eddie Tipton avait trafiqué la loterie, gagné le jackpot et fini en prison. Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir trafiqué un logiciel de loterie. Une arnaque lui a fait gagner 12,5 millions d'euros. Donc lui aussi c'était un super user, probablement. Ingénieur en informatique, responsable de la sécurité informatique de la Multi-State Lottery Association, il est parvenu à remplacer le générateur de chiffres aléatoires par un algorithme déterministe. Et voilà. C'est exactement ce qu'on disait. L'algorithme, en fait, s'il est modifié, peut être déterministe. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc il avait réussi à trafiquer le logiciel de la méga loterie nationale afin de connaître le tirage du loto à l'avance. L'astuce lui a permis de trouver, entre guillemets, les bons numéros du tirage de décembre 2010. Le plus compliqué pour l'Américain était d'encaisser l'argent, car il est interdit aux employés de la loterie de jouer, etc. Mais donc, ça a existé. Ça a existé. Et qui nous dit que là, il s'est pas fait prendre entre 2005 et 2011. Lui, il s'est pas fait prendre individuellement, mais qui nous dit que ça ne reflétait pas quelque chose de plus sombre ou de plus grand que lui. Parce que lui, il a été pris la main dans le sac, mais peut-être que la loterie en question était au courant de ce qu'il faisait. Et peut-être que le système l'a lâché... quand le système a vu qu'il trichait aussi pour lui. Peut-être qu'il trichait déjà pour la loterie, et qu'il a fait juste pour lui, donc à partir de ce moment-là, on l'a lâché. Un petit peu comme Napoléon, qui a été soutenu par les financiers, etc., pendant son ascension, mais dès qu'on a vu qu'il avait des velléités personnelles, tout le monde l'a lâché. Enfin, je veux dire, c'est un grand classique. Donc, c'est intéressant, on a des traces, on a des preuves que ça a existé. Alors ici, dans ce forum, on nous parle d'une vidéo troublante de la loterie nationale serbe, que j'ai retrouvée. Donc, c'est le loto serbe, c'était le tirage du 28 juillet 2015. Je vais essayer de vous mettre directement au moment... Donc là, on voit la boule 27 clairement qui est sélectionnée au hasard, entre guillemets. Et au niveau de l'affichage, il y a un bug, c'est le 21 qui est affiché. Mais le plus étonnant, ce sera la suite. C'est-à-dire que l'affichage affiche le 27 avant même que l'autre boule soit tombée, comme si c'était pour rattraper leur erreur. Enfin, ça commence à être bizarre. Et là, comme par hasard, on a le 21, on a le 21 qui tombe, et la présentatrice fait un regard bizarre, genre c'est quoi ce délire? Et là, c'est clairement un bug dans la matrice, c'est-à-dire que ce qui avait été prévu par l'affichage des numéros a été inversé, mais ça veut dire que ils savaient à l'avance ce qui tomberait, quoi. Et à partir de là, il y a un gros malaise, et moi je pense que ceux qui sont responsables de l'affichage des numéros, là, ils vont créer exprès des bugs pour faire croire aux spectateurs qu'il y a un bug général et que faut surtout faire oublier ce qui vient de se passer. Donc là, par exemple, ils vont mettre que des 27 pour faire genre « oulala, il y a un gros bug ». Et après, ils reprennent le cours normal des événements, entre guillemets. Mais effectivement, ça pose beaucoup de questions. Et en réfléchissant simplement, surtout quand on est monteur vidéo comme moi, monteur image, qu'est-ce qui nous dit que les plans, chaque plan n'est pas enregistré à l'avance? Je m'explique. Là, quand ça tourne, vous avez, je crois que c'est de l'air chaud qui fait se soulever
les boules. Alors déjà, première chose, si les boules ont un poids calculé, qu'elles ne sont pas toutes au même poids, j'imagine qu'on peut faire sortir davantage une boule qu'une autre. Ça, c'est une possibilité. Mais le plus troublant, c'est que quand vous y réfléchissez, il n'y a pas de zoom au niveau de la caméra entre le moment où on est ici et là où la boule est sélectionnée. Ce qui voudrait dire que moi, je pourrais très bien enregistrer les sorties de toutes les boules. Je me prends 2 journées de studio et j'enregistre le 1 quand il sort, le 2 quand il sort, le 3 quand il sort, le 27 quand il sort. Et ensuite, je fais croire que c'est un direct, mais en réalité, on ne voit pas de transition naturelle entre le plan, celui-ci, où c'est impossible de distinguer quelle boule se démarque, la vitesse où ça va. Voilà. Ici, là, il n'y a pas de transition entre ça et ça. Donc ça a pu être préenregistré. Ce qui pourrait justifier le fait que ça pourrait être enregistré à l'avance, et ça voudrait dire qu'ils connaissent les numéros qui seront tirés à l'avance, ou plutôt qu'ils les ont choisis, je ne sais pas. Vous voyez mon raisonnement? C'est-à-dire qu'on préenregistrerait toutes les billes qui sortent. En fait, le seul moment de direct qu'il y aurait, et ce qui explique les bizarreries comme là, le seul moment de direct, c'est le moment où la fille ou le garçon regarde les boules en train de tourner aléatoirement. Mais ensuite, le monteur vidéo en salle, je sais pas comment ça s'appelle, de montage de direct, il ferait des incrustations qui, elles, sont préenregistrées, et c'est eux qui s'occupent de marquer les chiffres en bas. Mais ce qui expliquerait que la fille soit quand même étonnée, c'est que cette partie-là, elle est en direct. Bah oui, il faut faire un minimum semblant, il y a quand même un huissier, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il y a un huissier. Et le tournage peut-être des séquences où on la voit elle, etc., et où elle va dire au début, aujourd'hui on est le 27 septembre 2023, ça c'est du direct. Mais ensuite les inserts, ça pourrait être enregistré à l'avance. Donc, est-ce que vous avez suivi mon raisonnement? Pourquoi sinon elle ferait cette tête bizarre? C'est pas très vendeur de faire cette tête bizarre. Et on peut se demander d'ailleurs si peut-être dans l'équipe, il peut y avoir des moutons noirs, dans l'équipe au montage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a repéré la supercherie ou qui est au courant, qui serait floué par l'entreprise, et qui décide de se tromper exprès dans la diffusion des numéros pour faire comprendre aux gens que c'est truqué. Un petit peu comme dans Bruce Tout-Puissant, film avec Jim Carrey, quand il modifie ce qui est marqué au prompteur. Mais vous seriez en droit de me dire, bien évidemment, quel est l'intérêt de faire tricher les sorties, parce que l'État gagne de l'argent quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que l'État, sur, je sais pas moi, 50 millions d'euros misés par les joueurs, peut-être qu'il va en gagner 25 millions. Donc, après tout, c'est suffisant, non? Et puis pourquoi contrôler les gains des gens, par exemple, pour que il y ait davantage de gros gains que plein de gains moyens? Ce serait quoi l'avantage s'il y avait une conspiration? L'avantage, il pourrait être multiple. Fiscalement, ça dépend des pays, mais on peut dire que ça revient de toute façon dans les poches de l'État. Par exemple, en France, lorsque vous gagnez, l'année où vous gagnez votre gain, vous n'allez pas être imposé sur ce gain, mais évidemment, dès que vous allez le transformer en autre chose, si vous le donnez à un proche, etc., là, il y a une lourde fiscalité dessus. Ou après, par exemple, si vous allez acheter un bien, de toute façon, après, il y a l'argent de la TVA, l'État est gagnant, c'est clair. Et en fait, dites-vous un truc simple, c'est que pourquoi ce serait plus intéressant d'avoir des très gros gagnants identifiables plutôt que plein de moyens gagnants dans tous les sens, au niveau statistique, et si c'était truqué. C'est plus facile, à mon avis, fiscalement, pour la DGFiP, c'est plus facile de pister quelqu'un qui a gagné 200 millions d'euros, une personne, et d'aller en fait surveiller ce qu'elle fait avec l'argent, etc. C'est plus facile que de pister 200 personnes qui ont gagné 1 million d'euros.
Ça, c'est une première chose. C'est au conditionnel, là. Hein. Ce que je dis, c'est au conditionnel. Mais ce serait plus facile pour eux. Et par ailleurs, à un niveau idéologique, politique, imaginez-vous, réfléchissez un instant, et reprenez le contexte du film Harrison Bergeron. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais est-ce que vous croyez qu'un État, ou même qu'au niveau des élites mondiales, est-ce que vous pensez qu'il prendrait le risque d'autoriser que, par exemple, un musulman intégriste ou un catholique intégriste gagne 150 millions d'euros? Vous imaginez ce qu'il pourrait faire avec 150 millions d'euros? Financer des organisations criminelles, donc du coup là, comploter véritablement, être en mesure aussi de court-circuiter les médias traditionnels en lançant une très grosse chaîne YouTube ou même une chaîne de radio, de télévision, enfin, vous imaginez? Après, ce serait très compliqué, même si ce serait possible, mais ce serait très compliqué pour l'État. Il faudrait mettre les services secrets, etc. dessus, de surveiller l'activité de cette personne. C'est pas possible pour eux de prendre ce risque-là. Bon, ou alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui aurait gagné, qui a des idées un peu extrêmes ou bizarres, et qui décide de financer... Non, bizarrement, c'est toujours des gens qui rêvent de leur petite villa avec piscine, et puis partir en voyage, c'est toujours la même chose. Croyez-moi, vous en aurez pas un seul, ou une seule, qui serait un petit peu en dehors du troupeau, et qui gagnerait une grosse somme, et qui pourrait menacer le système en place. Et même, tout ce qui échapperait au contrôle insidieux des élites, on ne peut pas laisser faire. On peut pas laisser faire. Même sans vouloir faire du mal, quelqu'un qui serait, je sais pas moi, un complotiste, qui a une chaîne YouTube, etc., s'il gagne 200 millions d'euros, vous imaginez toute la publicité AdWords qu'il peut acheter pour mettre en avant sa chaîne. Très très rapidement, la chaîne aurait 50 millions, 100 millions d'abonnés. Et si jamais il y a une chance pour que son idéologie à cette personne ne soit pas celle qui soit souhaitée par le pouvoir en place, c'est pas possible. Donc, là on spécule, hein, mais comment serait effectué le contrôle des gains? Alors déjà, en ligne, les gens qui jouent uniquement en ligne, ce serait à mon avis très facile. Surtout que la gestion des algorithmes, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus opaque depuis que la FDJ, par exemple, a été privatisée. Avant, il fallait faire un peu semblant de maîtriser les choses et de contrôler les choses. Mais depuis que c'est privé, là, c'est comme PokerStars et tout. Enfin, on va vous dire, non mais l'algorithme, il est audité tous les ans par une société privée qui a pignon sur rue. Oui, non mais d'accord. Mais après, c'est comme les agences de notation comme Standard & Poor's ou Moody's, qui va aller noter, des sociétés ou des États, alors que ce sont ces États ou ces sociétés qui payent les agences de notation pour être notés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous croyez qu'ils vont cracher dans la soupe? Et donc, on va regarder un petit peu l'historique des gains euro-millions, et on va s'apercevoir que, au niveau statistique, hein, les écarts types, enfin, ça a beaucoup changé dans le temps. Et on peut se demander si, au niveau statistique, algorithmique, les choses n'ont pas énormément changé depuis que c'est privatisé, hein, par exemple. Mais je voulais revenir à donc l'éventualité que ça soit truqué, enfin, en tout cas pisté par individu. Par exemple, à mon avis, si vous jouez uniquement en ligne, quand vous vous inscrivez, vous êtes obligé de donner votre carte d'identité, etc. On sait exactement qui vous êtes. On va aller regarder dans le fichier. Si jamais vous êtes fiché S, à mon avis, vous n'aurez pas de gain en premier rang. Si vous jouez uniquement en ligne, c'est très facile de vous attribuer des grilles qui seront perdantes. Après, là où c'est plus aléatoire, c'est si vous êtes quelqu'un qui a des choses à se reprocher, ou pas d'ailleurs, et que vous jouez en bureau de poste, pour l'instant, comme il n'y a pas d'identité qui vous est attachée, mais j'ai peur que d'ici quelques années, ils nous sortent le fait de devoir montrer une pièce d'identité pour jouer même en espèces à un guichet de bar tabac, hein, un petit peu comme quand vous achetez une mobicarte ou un forfait
téléphone et que je vais donner une pièce d'identité, bon. Mais ils peuvent un peu moins maîtriser quand vous achetez en bar tabac avec du cash, quoi. Mais là, je dirais on peut plus vous pister individuellement, mais qui nous dit que pour éviter tout risque, il n'y a pas une mise en scène complète qui est effectuée, c'est-à-dire quand il y a des tournages, des documentaires, là en fait on vous montre que des acteurs, ça c'est tout à fait possible bien évidemment. Et j'ai envie de dire, imaginez juste que l'État soit à 2 doigts de la faillite avec tous les intérêts illégitimes qu'ils doivent rembourser à des banques privées pour la dette. Imaginons que la TVA, tout ça, ça ne suffise plus. Eh bien, peut-être qu'ils décideraient à l'avance quel numéro serait gagnant, et ils choisiraient des prête-noms, enfin des gens lambda, mais choisis pour leur... comment dire, pour leur fidélité à l'État, pour qu'ils aillent toucher en tant que personne leurs gains, et qu'ensuite, via des systèmes complexes d'optimisation fiscale et tout, enfin, que ça revienne dans les comptes de l'État. Est-ce que ça serait impossible ? C'est-à-dire que même lorsque vous jouez à un guichet, etc., il y a moins de possibilités évidemment de contrôler qui est en train de jouer, mais ils pourraient de toute façon décider quelle sera la grille gagnante au premier rang. D'accord ? Ils pourront décider là où va la majorité de l'argent, et certainement pas dans les poches d'un terroriste ou de quelqu'un qui lutte pour le climat, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est hors de question pour eux. Donc, là en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai téléchargé tous les historiques de gains Euromillions de 2004 à 2020. Et donc ce sont des fichiers CSV qui ressemblent un petit peu à des fichiers Excel, et je les ai chargés un à un en fait dans ce visualiseur. Donc, vous voyez qu'ici au niveau colonne, ici on a l'année de tirage et le numéro, ici la date de tirage, et ensuite quand on se déplace vers la droite, ce qui va nous intéresser c'est surtout les gains au premier rang, qui sont ici. Nombre de gagnants au rang 1 en Europe, et rapport du rang 1, c'est-à-dire le gain. Et donc, on commence tout en bas, le premier jeu de l'Euromillion en 2004. Et ici, hein, je tiens à préciser que c'est pas le premier gain, le décompte ne commence pas à partir du premier gain, mais à partir du premier tirage. Hein. On a ici l'historique Euromillion. Je vais retrouver ça. Ici, c'est marqué premier tirage le 13 février 2004. Donc, on parle bien du premier tirage. Et donc, si on regarde la date ici, 13-02-2004. Premier tirage. Eh bien, le premier tirage, il est gagnant au rang 1, comme par hasard. En plus, une somme bien ronde, bien symbolique. 15 millions, tout pile. Vous voyez qu'après, on a des montants plus random, entre guillemets. Hein, 20 678 070, 25 556 285. Alors que le premier gain, non, le premier gain du premier tirage, on a 15 millions tout rond. Comme pour encourager les gens à jouer, à s'investir dans le nouvel Euromillion. Qu'est-ce qui est étrange ? Bien évidemment, là aussi, au niveau variance statistique, ce qui est étrange, c'est que c'est toujours à leur avantage. C'est-à-dire que il y a un gain très rapidement au début, et ensuite la variance s'installe. Donc la variance, par exemple, elle s'expliquerait par le fait que après les gains sont plus espacés. Hein, il y a beaucoup de fois où il y a 0 gagnant au rang 1, et après un gagnant. Voilà. Là, la variance, elle s'installe. Mais bizarrement, c'est comme ce que je vous disais au poker tout à l'heure, la variance, elle leur est bénéfique au début. Donc là, leur intérêt, évidemment, quand ils lancent une loterie, c'est que tout le monde joue en Europe. Donc, les gens sont pas patients, les gens, ils veulent quelque chose de spectaculaire. Donc, on va faire en sorte que le premier tirage, boum, il y a un gagnant au rang 1, 15 millions d'euros. Hein, comme par hasard. Parce que la variance aléatoire aurait très bien pu faire en sorte que il n'y ait personne qui gagne au rang 1 pendant les 5-10 premiers tirages. Mais non, ça n'arrive pas. Donc déjà, ça c'est étrange, j'ai envie de dire. Alors,
on va regarder un petit peu la fréquence des gains et les écarts entre les tirages par rapport à ce qui arrivera plus récemment. Vous voyez que ça s'espace beaucoup plus là, hein, de 2020 à 2023. Bon, alors ça d'ailleurs en statistique c'est intéressant, s'il y a des statisticiens parmi vous, est-ce que plus le nombre de joueurs au total est élevé, moins il y a de chances de gagner au rang 1? Statistiquement, ça, est-ce que quelqu'un pourrait le dire? Parce que, bien sûr, il est évident que au début de l'Euro-Million, il y avait beaucoup moins de joueurs que maintenant. Donc, est-ce que les gains au rang 1 étaient plus fréquents? Bien sûr, ça dépend du modèle statistique utilisé, mais c'est une question honnête à se poser. Mais dans tous les cas, observons la fréquence des gains. Donc, ici, au bout de 3 tirages seulement après le premier, on a un autre gain, 20 678 000. 25 millions ici. Donc, visuellement, regardez juste les gains. Et parfois, on a des gains 2 fois d'affilée au rang 1. Ici, 33 millions, ensuite 10 millions. On a des gains assez rapprochés, et je dirais la distribution des gains est assez aléatoire, justement, au niveau écart statistique. Ici même, on a 3 gains au premier rang à la suite. 6 266 000, 7 500 000, puis 15 millions. Boum. Ici aussi, boum, boum, boum. Ça, regardez ici, oh là là. 4 gains l'un après l'autre successifs. 17 millions, 15 millions, 15 millions, 15 millions. Alors quand je dis oh là là, c'est que, regardez là, la fréquence des gains au rang 1. Pour comparer, hein, juste, je vous prends les tirages les plus tardifs. Ici, c'était de... Attendez que je regarde. Ici, ce sont les résultats de 2020 à 2023. Ok. Regardez, même juste en regardant visuellement, regardez comme c'est plus espacé. C'est presque... espacé de manière étudiée. Hein, je vous compare visuellement avec ici. Vous voyez comme on a des gains beaucoup plus souvent, beaucoup plus rapprochés. C'est évident. Regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gains consécutifs. Ici. Donc, je vais vous dire à quelle date c'était. C'était entre le 30 juillet 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le 10 septembre 2010. 7 gains consécutifs qui sont là. Ok. Donc ça, c'était jusqu'en 2010. On avait je dirais, une distribution assez naturelle des gains. Très bien. Bah oui, parce qu'au début, faut montrer patte blanche, hein, quand vous voulez attirer plus ou moins à travers le temps potentiellement 500 millions de joueurs. Enfin, les enfants ne jouent pas, mais je veux dire, c'est un gros réservoir de joueurs, l'Europe. Ensuite, on passe des résultats, pardon. Hop. De 2011 à 2014. Donc là déjà, ouais, on n'avait pas encore changé, il n'y avait pas encore le tirage My Million, parce qu'après, statistiquement, ça change tout. C'est venu ensuite, My Million, si je ne me trompe pas. Donc ici, on va regarder la fréquence des gains au rang 1. Alors là, déjà, on s'aperçoit que les montants sont nettement plus élevés, 121 millions d'euros. Donc déjà, on peut dire qu'il y a plus de joueurs, mais aussi les gains sont peut-être plus espacés et les gains au rang 1 sont plus élevés. Ici, 185 millions. Donc, on a toujours quelque chose d'aléatoire. Hein. Parfois, on a 2 gains de suite. Là aussi.
Ça reste relativement équilibré, mais on n'a plus... voilà, on a maximum 2 fois de suite pour les gains successifs. Ah non, ici 3, ok. Et on n'a plus 5, 6, 7 d'affilée. Ok, c'est ça qu'on peut remarquer. Ici, on va prendre de février 2014 à... septembre 2016. Donc là est intervenue la modification suivante, c'est-à-dire que il y avait les tirages My Million, c'est-à-dire que chaque grille où vous jouez une suite de chiffres, vous jouez aussi aléatoirement entre guillemets. Vous avez un numéro My Million qui vous est attribué et vous pouvez gagner 1 million d'euros. Et ça, en tout cas c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des gagnants chaque semaine et à chaque tirage. Donc déjà au niveau statistique, ça change les choses. Le premier changement qu'on peut voir, c'est que à partir de février 2014, là les gains au rang 1 sont moins élevés en montant. Hein. 25 millions, 42 millions, bon 129. Mais on voit moins de 150 millions d'euros. Ah, ici, je me souviens de ce gain, 190 millions d'euros. Je crois que c'était une Britannique. Donc là encore, hein, on a des résultats relativement encore équilibrés, aléatoires au niveau des gains successifs. Parfois, il y a 3 gains d'affilée. Bon, très bien. Très bien. Ah, là, ça commence à s'espacer à partir de... Bon, on doit être en 2015 ou 2016 là. Ça s'espace beaucoup plus. Ensuite, on va passer au tirage de 2019 à... Pardon, de 2016 à 2019, mais les résultats sont inversés là, je sais pas. Donc là, on va commencer par en haut pour terminer en bas. Donc là, on a quand même pas mal de tirages successifs sans aucun gagnant rang 1. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, on a 15 tirages successifs où il n'y a pas de gain, par exemple. Ça s'espace nettement plus. Donc, à mon avis, dans leur publication des résultats, par échantillon de date, il faudrait regarder l'historique des changements de leur formule, mais à mon avis, on doit avoir des changements au niveau statistique à chaque période qu'ils publient, pour bien les différencier. Un changement dans la formule, bah, ça peut être un changement du montant d'une grille, une limitation du nombre de numéros dans une grille multiple, l'introduction de My Million, tout ça en fait, ça change les résultats statistiques qui peuvent intervenir. Donc ici on continue avec les résultats. Donc là on commence à voir que ça s'équilibre entre guillemets au niveau des gains. Ici on doit avoir une quinzaine ou vingtaine de tirages sans gain au premier rang. Donc ça commence à se raréfier. Et on n'a plus du tout de gains successifs sur plusieurs tirages d'affilée. Ça c'est la différence majeure qu'on peut percevoir sur la période de temps allant de mars 2019 à janvier 2020. C'est ce qu'on peut observer. Excusez-moi parce que ce fichier CSV il fait tout bugger. Alors, ici on va passer au dernier résultat, c'est-à-dire de janvier 2020 à septembre 2023.
Mais ici c'est intéressant parce qu'on reprend avec des gains successivement gagnés à 2 tirages d'intervalle. Peut-être pour faire baisser la suspicion. Je ne sais pas du tout si dans cette période il y a des suspicions qui étaient élevées, mais on peut remarquer que les gains sont successifs maximum sur 2 tirages. Pour l'instant, on ne voit pas 3 ou 4 gains successifs. Donc ce qu'on voit, c'est des gains un peu plus éloignés que au début et au milieu de carrière de l'euro-million. Le fichier bug un petit peu, donc je vais essayer de continuer à monter manuellement. Donc ici on a des gros gains, 200 millions d'euros. Alors, les gros gains, bien évidemment que ça remotive les troupes. Quand les gens voient ce type de montant symbolique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est des gros montants, là, c'est vraiment tout pile 200 millions. Alors que quand on a d'autres types de gains, on a 44 millions, 958 000, 140. Là, ça tombe tout pile 210 millions, là. Bizarrement, c'est des montants symboliques bien pour marquer les esprits. 130 millions. Donc, on peut voir que c'est pas le fait qu'il y a un maximum ou que ça soit capé, ce qui définit que les montants soient purs, entre guillemets, soient symboliques. Non, parce qu'ici, on a aussi des 130 millions, 170 millions. Donc, on peut s'apercevoir assez bizarrement que jusqu'à récemment, on a des très gros montants symboliques pour bien marquer les gens. Alors, bien évidemment, ça correspond à des années difficiles, de 2019 à 2023. Il faut bien donner de l'espoir à la populace, du pain et des jeux, comme dans l'Empire romain. Et vous apercevez que on n'a plus jamais de gains successifs, c'est-à-dire avec 2, 3, 4 tirages gains aux tirages qui se suivent. Ça n'arrive plus jamais. Et on a des espacements plus réguliers avec des montants symboliques plus fréquents. Voilà ce qu'on peut remarquer au niveau visuel, en tout cas, quand on regarde ces statistiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors la dernière chose un peu étrange qu'on peut regarder observer au niveau statistique, c'est que, alors de tête, il y a plus de joueurs au total en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, qu'en France. Il doit y avoir 4,2 millions de joueurs au Royaume-Uni et 3,8 millions en France, quelque chose comme ça. Mais le plus étrange, c'est que, regardez, en France, au total, il y a eu 1 35 887 506 gagnants à ce jour, soit quasiment 200 millions de plus au Royaume-Uni. Donc on a eu beaucoup plus de gagnants qu'au Royaume-Uni, bien que le nombre de joueurs au Royaume-Uni soit plus élevé, le nombre de joueurs réguliers. Mais le plus étrange, c'est que regardez, au niveau des gagnants au premier rang, donc gagnants du jackpot, au Royaume-Uni, on a 126 gagnants du jackpot, et en France, 123. C'est-à-dire qu'on est derrière eux. On a, sur tout l'historique, 200 millions de gagnants en plus que le Royaume-Uni. En fait, on a plus de petits gains. Et par contre, le Royaume-Uni a plus de gagnants au rang 1. Ce qui est étrange au niveau statistique, je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est pas vraiment de l'aléatoire, là, c'est... est-ce qu'il n'y aurait pas, par rapport à ce système mis en place, est-ce que on se rendrait pas compte qu'en France, les gens aiment davantage gagner, même petit, mais souvent, alors qu'au Royaume-Uni, on préfère les gros gains moins fréquents, parce qu'on est moins râleur. Je sais pas, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils s'adapteraient à chaque marché, entre guillemets.
Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que le Royaume-Uni étant sorti de l'Europe depuis quelques années, de l'Union européenne, pardon, et par ailleurs, ils sont toujours restés à la livre sterling, et par ailleurs, ils ont délaissé très peu de leurs paradis fiscaux, que ce soit Guernesey, Jersey, Malte, à voir si c'est sous juridiction britannique, je sais pas. Vous avez les îles, toutes les îles paradis fiscaux là, qui font partie du Commonwealth. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait de très gros gains davantage au Royaume-Uni qu'en France. Comme par hasard, au niveau fiscal, c'est plus facile de faire disparaître cet argent au Royaume-Uni ou dans le Commonwealth qu'en France. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. C'est pas juste quelque chose de statistique qui pourrait s'expliquer justement par le côté aléatoire des résultats. Non. C'est... Vous avez plus de gagnants du jackpot au Royaume-Uni, alors qu'il y a 200 millions de gagnants en plus à travers l'histoire en France qu'au Royaume-Uni au total. C'est bizarre. Parce que après, vous vous apercevez que forcément, statistiquement, le nombre de gagnants du jackpot, ensuite, dans l'ordre des pays, eh bien, ça suit le nombre de gagnants total. C'est-à-dire, comme par hasard, après, Espagne, 3e, bah, ils sont 3e ici aussi. 4e, Portugal, ils sont 4e ici aussi. Belgique, Belgique. Luxembourg et Suisse, Suisse. Autriche, Autriche. Irlande, Irlande. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme par hasard, entre le premier et le deuxième, là, il y a quelque chose d'étrange. Et bien sûr que c'est plus intéressant fiscalement au Royaume-Uni de placer son argent, surtout ici il s'agit de grosses sommes. Et c'est comme si ce système voulait avoir plein de petits gagnants en France, parce que les gens sont râleurs et ils aiment bien gagner, même si c'est des petits montants. Mais les gros poissons, comme par hasard, ils sont plus au Royaume-Uni, alors qu'ils ont moins de gagnants au total. Je trouve ça très très intéressant et révélateur. Donc, qu'est-ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo? Est-ce que tout ça est truqué ou pas? Est-ce que, enfin, j'ai envie de dire, est-ce que faudrait faire un énorme sondage? Est-ce que vous connaissez personnellement des gens qui ont gagné au rang 1 ou 2 au loto ou à l'euro-million? Parce que quand même, au loto depuis 1976, je sais plus, il y a dû y en avoir quand même des gagnants normalement hein, au rang 1 et 2. À l'euro-million aussi, il y a dû y en avoir des gagnants soi-disant grâce à My Million, il y aurait 10 ou 20 millionnaires supplémentaires chaque semaine en France. Vous les voyez, vous? Enfin, c'est-à-dire... Est-ce que vous en connaissez personnellement? Je sais bien que statistiquement, comme il y a peu de chances que ça arrive, ben il y a peu de chances aussi que chacun d'entre nous connaisse des gens, mais globalement, ce qui est bizarre, c'est que on connaît peu de gens qui témoignent. Alors peut y avoir la discrétion des gens naturellement, mais est-ce que vous en connaissez, vous? Ou même des gens dont vous suspectez qu'ils aient gagné tout d'un coup au loto comme ça. Et puis aussi un petit peu pour conclure, on peut dire qu'au niveau statistique, on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de gains successifs à des tirages successifs, mais qu'ils étaient mieux répartis dans le temps. Donc ça aussi, est-ce que ça pourrait pas les arranger? C'est-à-dire que ils contrôleraient aussi la sortie en fait des gains, c'est-à-dire que ils décideraient eux-mêmes des grilles gagnantes ou pas, et quand elles seraient gagnantes. Et comme je vous dis, là on en revient au postulat de base au niveau fiscal. C'est bien plus facile de surveiller les flux financiers de une personne qui gagne 150 millions d'euros que de 15 personnes qui touchent 10 millions d'euros.
Donc, on ne peut pas dire, dans l'état actuel des choses, si tout est totalement faux, si personne en réalité ne gagne au rang 1 ou 2, ou si ils optimisent simplement les choses, c'est-à-dire que s'il y a triche uniquement, peut-être sur la fréquence des gains, et des gains plutôt élevés. C'est-à-dire en gros, est-ce que c'est total triche à 100% et personne ne gagne au rang 1 ou 2, ou est-ce qu'ils laissent quand même des vrais gens gagner de temps en temps, mais ils optimisent en fait l'écart des gains au rang 1 et 2 pour mieux contrôler les gens, ce qui serait déjà une triche en tant que telle, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous, j'ai déjà fait une ou deux vidéos là-dessus, mais là ce sera sur un sujet bien spécifique sur l'euro-million. Alors mon cerveau peut pas s'empêcher de voir, d'enregistrer des patterns, statistiques ou non. Et il me semble avoir remarqué de plus en plus ces dernières années des gains au premier rang de plus en plus espacés et des cagnottes de plus en plus énormes, comme ici de 243 millions d'euros à gagner le 28 mars. Je fais juste une petite pause dans la vidéo parce que je l'avais enregistré il y a 2 jours, pas encore sorti, et je vois qu'il y a eu des bizarreries et irrégularités, je ne sais pas, lors du tirage d'hier soir, vendredi. Rebondissement au tirage de l'euro-million, il y a bien un gagnant, il va empocher bien plus que le jackpot de 243 millions prévu. Ce tirage exceptionnel, initialement annoncé comme non remporté, a bien fait un gagnant. Alors, le tirage de l'euro-million le vendredi a lieu à 21h15, on peut jouer jusqu'à 20h15 le même jour normalement. Et je suis allé voir sur la Wayback Machine, c'est-à-dire c'est une copie du cash à un instant T d'un site web. Et si on prend donc un cash du 28 mars, donc hier vendredi, à 19h28, comme c'est marqué là, je le fais avec vous en direct. C'est étrange parce que on avait pour le mardi 1er avril un jackpot de minimum 17 millions à gagner. Ce qui veut dire que, enfin dans leur publicité, ils avaient déjà prévu que quelqu'un avait gagné. Mais pourtant, à 19h38, normalement, le tirage n'a pas encore été fait. Et ici, ce qui est étrange, c'est qu'on avait encore le dernier tirage qui était donné du mardi 25 mars. Donc, c'est bien une preuve que le résultat du vendredi n'avait pas encore été donné. Et pourtant, pour le 1er avril, ils prévoyaient qu'on était à la cagnotte minimum, c'est-à-dire 17 millions. Ce qui voudrait dire que quelqu'un était prévu de gagner. Alors, évidemment, je me suis dit, peut-être qu'ils vont nous faire la blague du poisson d'avril, le 1er avril, ce serait rigolo. En fait, nous dire non, personne n'a gagné, mais il y a un jackpot record de 350 ou 400 millions d'euros, j'en sais rien. Ce qui serait un petit peu limite, peut-être en termes juridiques, je sais pas, mais ça serait un peu, ouais, ça serait un peu limite, olé olé, mais ce serait rigolo. Je suis peut-être un peu naïf, mais on verra bien. Mais c'est la première fois que je vois une chose étrange comme ça, hein. Ici, ils rappellent sur leur site, le jackpot de 250 millions d'euros a bien été remporté le vendredi 28. Donc ça, c'est la page actuelle, hein. C'est pas une archive, ça. Et là, ce qui... Bah, regardez encore, hein. Là, on est sur l'FDJ, je rafraîchis, mais on a encore le tirage du mardi qui est donné, mais on n'a pas les résultats du vendredi. Et pourtant, on nous dit que quelqu'un a gagné. Tenez, ici j'avais encore la copie d'écran d'il y a 2 jours qui donnait bien 243 millions d'euros à gagner pour ce vendredi. Voilà, je reprends la vidéo. Comme si ils avaient deviné que les grosses cagnottes attiraient plus de gens. Mais cela voudrait dire qu'ils maîtrisent les tirages pour que les gains n'arrivent pas trop souvent. Je vais expliquer mon raisonnement. Est-ce qu'un mathématicien parmi nous pourrait nous dire si ce genre de résultat est possible uniquement en modifiant les chances statistiques et donc la variance, donc en changeant les formules, par exemple ajouter une étoile ou un chiffre, comme en septembre 2016, date du 3e changement de formule, passage de 11 à 12 étoiles, ou bien faut-il nécessairement une triche pour cela, c'est-à-dire maîtriser le tirage et choisir en gros quand ça tombe ou pas. Ce qui en reviendrait à ce que j'avais dit dans une autre vidéo, il suffirait de graisser la patte à un huissier de justice corrompu, qu'on ne voit d'ailleurs jamais pendant les tirages, ce qui me fait penser aux codes qui sont vendus à des élèves, vous savez, pour le permis de conduire, sans que les élèves soient présents. Il suffirait aussi que les tirages ne soient pas en direct, mais que toutes les séquences aient été préenregistrées avant, c'est-à-dire que chaque boule qui tombe a été enregistrée préalablement, il suffit d'enregistrer 50 boules qui tombent,
et qu'il fasse juste un montage à l'instant T, donc ça soit pas du direct, ce qui serait possible, hein, techniquement, vu que au niveau caméra, on ne voit jamais de transition. Moi, je suis monteur vidéo, donc je le sais. On ne voit jamais de transition avec un plan fixe général et la caméra qui zoome sans rupture jusqu'au zoom sur le chiffre de la boule. Hein. Donc, entre le moment où une boule est choisie par la machine de loin et le zoom direct sur le numéro de la boule, il y a toujours un nouveau plan. Il n'y a pas de transition. Il était d'ailleurs arrivé quelque chose de très étrange au Loto Serbe il y a environ 10 ans. Bref, je reprends. On constate que plus le jackpot est élevé, plus le nombre de joueurs est important. Ce qui est assez logique. Donc ça a été prouvé. On peut par ailleurs distinguer un effet de seuil lorsque la barre symbolique des 100 millions d'euros est franchie, avec une hausse importante de la participation. Ça, c'est ok. Mais on ne peut pas seulement expliquer les variances et les changements de patterns statistiques par le fait que les formules du jeu ont évolué au cours des années. Ils ont fait en sorte que les petits gains soient moins fréquents et nombreux pour favoriser les gros gains et les grosses cagnottes. Et expliquer ça uniquement par le fait qu'il y ait plus de joueurs en 2025 qu'au début en 2004, c'est pas suffisant. Tout d'abord, il a fallu environ 2 ans seulement, donc 2004 à 2006 depuis sa création, pour que l'euro-million prenne son rythme de croisière et que la participation commence à se stabiliser. Ensuite, on peut dire qu'aujourd'hui en 2025, il y a moins de joueurs qu'en 2011 par exemple. Depuis 2011, le nombre de grilles jouées le vendredi est en baisse constante. Je vais vous montrer le tableau, attendez. Le voici. Ce qui s'explique par le fait que cette même année, un autre tirage le mardi est apparu, certes, mais on a aussi une baisse continue de la participation le mardi entre 2011 et 2018, on le voit. Ça a un peu repris en 2019, et la participation, depuis ça, stagne un petit peu, on va dire. Voilà. Bien que les statistiques sur l'évolution du nombre de joueurs ne soient pas rendues publiques par la FDJ, on a le nombre de grilles jouées, en moyenne. Donc en 2011, entre les tirages du mardi et du vendredi, on a eu une moyenne totale de 75 694 368 grilles jouées. Et en 2024, seulement 49 949 298 grilles, en moyenne, ont été jouées. Il y a donc bien une baisse de la fréquentation moyenne de 34% depuis 2011. Donc c'est quand même significatif. Alors, on va regarder tous les résultats au premier rang depuis 2004 et on va voir si on peut en sortir quelque chose. Donc, l'optique, pourquoi je vous explique qu'il y a une baisse de la fréquentation depuis des années, ça, pour moi, ça pourrait expliquer le fait qu'ils font plus qu'optimiser les tirages, etc., puisqu'ils voient que c'est crucial pour maintenir un certain nombre de joueurs. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir modification des tirages, mais de façon, tu vois, plus ou moins légale. C'est juste une supputation de ma part. C'est-à-dire plus la fréquentation est en baisse, et ils le voient, plus il faut attirer les gens avec des gros tirages. Voilà. C'est ça un petit peu mon optique. Donc, on va commencer par l'année 2004. Je prends uniquement les gagnants au rang 1. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer dans les patterns, c'est que au début, pour appâter les gens, les gains en premier rang étaient des chiffres ronds. Ils s'arrangeaient pour que ça soit des chiffres ronds, alors que maintenant, on a des chiffres beaucoup moins symboliques. C'est comme si, alors on était à la fois au début de l'euro et avec des chiffres ronds, comme s'il fallait que ça soit symbolique pour les gens. Alors ça aussi c'est louche, mais bon. Bref, je passe là-dessus. Donc, le 13 février 2004, on a un gain au premier rang de 15 millions d'euros. Vous allez voir, c'est assez fréquent au début, les gains. Le 5 mars 2004, 20 678 000 euros. Le 9 avril, un gain avec 25 556 000 euros. Le 14 mai, on a un gain au premier rang de 33 816 000 euros. Le 21 mai, 10 millions d'euros. Le 4 juin, 12 millions et quelques euros. Le 18 juin, 12 millions d'euros. Le 6 août, 24 millions d'euros. Le 1er octobre. Alors, est-ce que vous voyez déjà que au début, en février, mars, avril, les gains au premier rang sont très rapprochés, comme pour
motiver les gens. Et ensuite, ça commence déjà à s'espacer entre juin et août, et entre août et octobre. On a moins de gains au premier rang. Alors, un statisticien vous expliquera que il y a de la variance. C'est-à-dire, il y a des cycles dans les gains, des cycles de chance, on va dire, un peu comme dans le poker. La variance fait que vous pouvez gagner très souvent pendant une semaine ou 2 semaines, et ensuite plus rien pendant un mois, etc. Oui, certes, mais dans ce cas-là, il faut qu'un statisticien m'explique pourquoi le cycle de variance commencerait, comme par hasard, par quelque chose, par un cycle qui met en valeur la FDJ au début. C'est-à-dire, on aurait pu tomber en plein cycle de variance en commençant par le bas du cycle. C'est-à-dire, aucun gain au début pendant 2-3 mois, et après, oui. Mais seulement, c'est l'inverse qui arrive. C'est ça, déjà, que j'ai du mal à comprendre, à figurer. Vous voyez ce que je veux dire? On commence par une variance qui est positive pour la FDJ, quelque part. Bref. Ensuite, 22 octobre, 25 millions d'euros. 26 novembre, 43 millions d'euros. 17 décembre, 26 millions d'euros. Vous allez vous apercevoir que quand on s'approche des fêtes, ça se rapproche aussi, les gains. 10 millions d'euros le 24 décembre 2004. On passe ensuite en 2005. Le 14 janvier, 13 millions d'euros. 11 février, 34 millions d'euros. 18 février, 10 millions d'euros. 8 avril, 64 millions d'euros. 22 avril, 11 millions d'euros. 20 mai, 43 millions d'euros. 29 juillet, 115 millions d'euros. Donc là, on voit que déjà, il commence à... la participation en termes de nombre de joueurs, là, on atteignait quasiment ce qui sera par la suite. Hein. Ça vient très vite s'équilibrer. Le 16 septembre, 75 millions d'euros. 30 septembre, 6 millions d'euros. 7 octobre, 7 500 000 euros. 14 octobre, 15 millions d'euros. Là, on revient à des chiffres ronds. 11 novembre, 45 millions d'euros. Maintenant, on va passer aux années 2006 et 2007. Vous allez voir, il y a moins fréquemment des gains au premier rang en 2006. Février, 3 février, 61 millions d'euros. 17 février, 27 millions d'euros. 31 mars, 75 millions d'euros. 14 avril, 25 millions d'euros. 28 avril, 6 millions d'euros. 12 mai, 12 millions d'euros. 19 mai, 15 millions d'euros. 26 mai, 7 500 000 euros. 7 juillet, 34 millions d'euros. 21 juillet, 25 millions d'euros. 25 août, 57 millions d'euros. 24 novembre, 7 500 000 euros. Et rien en décembre. Ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il y a moins de gains qu'en 2005, en 2006. Maintenant, le vendredi 5 janvier 2007, 39 millions d'euros. 12 janvier, 15 millions d'euros. 19 janvier, 15 millions d'euros. Là aussi, la fréquence est très... C'est comme pour réencourager les choses. Hein. Vendredi 2 février, 27 millions d'euros. Vendredi 9 février, 100 millions d'euros. Ah ouais. Là, non seulement c'est des beaux chiffres ronds, mais en plus, en fréquence, ça se rapproche. 2 mars, 21 millions d'euros. 23 mars, 41 millions d'euros. 6 avril, 27 millions d'euros, on va dire. 13 avril, 15 millions d'euros. 11 mai, 17 millions d'euros. 18 mai, 15 millions d'euros. Putain, deux tirages d'intervalle, 2 gains au premier rang, la vache. 25 mai, 15 millions d'euros. 1er juin, 15 millions d'euros. Tout pile, tout rond. 15 juin, 26 millions d'euros. 13 juillet, 56 millions d'euros. 10 août, 52 millions d'euros. 31 août, 39 millions d'euros. Là c'est la fête au slip. Hein. Vous avez remarqué en 2007, c'est impressionnant quand même. 7 septembre, 15 millions d'euros. 21 septembre, 27 millions d'euros. 5 octobre, 3 millions d'euros.
12 octobre, 7 500 000 euros. 2 novembre, 41 millions d'euros. 9 novembre, 7 500 000 euros. 23 novembre, 27 millions d'euros. 7 décembre, 27 millions d'euros. 21 décembre, 27 millions d'euros. 2008 et 2009 à présent. Le 25 janvier, 76 millions d'euros. Le 22 février, 29 millions d'euros. Le 29 février, 15 millions d'euros. Donc je me mélange un peu là. Le précédent c'était bien le 22 février. Ouais. Le 14 mars, 28 millions d'euros. Le 21 mars, 15 millions d'euros. Le 18 avril, 58 millions d'euros. Le 16 mai, 55 millions d'euros. Le 23 mai, 3 750 000. Le 30 mai, 15 millions. Le 27 juin, 58 millions. Le 4 juillet, 15 millions. Le 11 juillet, 15 millions. Le 18 juillet, 15 millions. Encore des chiffres assez ronds. Septembre, donc rien entre juillet et septembre, 59 millions d'euros. 12 septembre, 15 millions. 10 octobre, 29 millions. 31 octobre, 21 millions. 7 novembre, 15 millions. 14 novembre, 15 millions. Oh la vache. 28 novembre, 28 millions. 5 décembre, 15 millions. 12 décembre, 7 500 000. Maintenant, 9 janvier 2009, 57 millions. Le 16 janvier, 15 millions. Le 30 janvier, 28 millions. Le 6 février, 7 500 000. Le 6 mars, 50 millions. Le 20 mars, 14 millions. Le 8 mai, 126 millions. Ah là, c'est le premier aussi gros, si j'observe bien. Le 15 mai, 15 millions. Le 12 juin, 29 millions. Le 19 juin, 15 millions. Le 17 juillet, 57 millions. Le 21 août, 37 millions. Le 18 septembre, 100 millions. Le 25 septembre, 15 millions. Le 6 novembre, 51 millions. Le 13 novembre, 16 millions. Le 20 novembre, 15 millions. Le 18 décembre, 59 millions. Alors en 2010-2011, vous allez voir, c'est la fête du slip. On se demande si c'est pas une année expérimentale pour eux, pour voir si des gains très fréquents, ça ramenait plus de monde ou pas. Alors, 15 janvier 2010, 29 millions d'euros. 29 janvier, 29 millions d'euros. 12 février, 64 millions d'euros. 19 mars. Le 19 mars, rien, pardon, au premier rang. Je me suis laissé distraire par le fait que maintenant il annonce le jackpot annoncé au début de la page. Donc, 26 mars, 44 millions. 2 avril, 15 millions. 14 mai, 100 millions. 21 mai, 15 millions. 28 mai, 15 millions. 4 juin, 15 millions. 11 juin, 15 millions. 25 juin, 28 millions. 16 juillet, 42 millions. 30 juillet, 28 millions. 6 août, 15 millions. 13 août, 5 millions. 20 août, 15 millions. Vous voyez, il y a une fréquence assez soutenue quand même, comme je vous disais. 27 août, 7 500 000. 3 septembre, 15 millions. 10 septembre, 15 millions. 24 septembre, 14 337 000. 8 octobre, 129 millions. 22 octobre, 14 millions. 5 novembre, 29 millions. 26 novembre, 45 millions. 17 décembre, 43 millions. 24 décembre, 19 millions. 31 décembre, 15 millions. Donc là, déjà, on voit que le jour de le jour de la veille de Noël et la veille du... Enfin, le 31, on a des gains à chaque fois, quoi. C'est... Ouais. 7 janvier 2011, 15 millions. 21 janvier, 14 millions. 4 février, 5 millions. 25 mars, 69 millions. 1er avril, 15 millions. 22 avril, 43 millions. 6 mai, 28 millions. 13 mai, 121 millions. Alors vous allez voir que sur la fin de l'année 2011, il commence à avoir des velléités d'espacer un peu plus les gains et d'avoir des gains plus gros. Donc je sais pas si c'était dû à un changement de formule ou à une velléité statistique.
20 mai, 27 millions d'euros. 12 juillet, 185 millions. Donc là, on est quelques mois après, vous voyez, on a des gros gains. Bien ronds, chiffres ronds. 19 juillet, 23 millions. 22 juillet, 7 500 000. 29 juillet, 27 millions. 13 septembre, donc là encore, 2 ou 3 mois après, 162 millions, gros jackpot. 16 septembre, 15 millions. 30 septembre, 16 millions. 7 octobre, 117 millions. 21 octobre, 24 millions. 11 novembre, 67 millions. 15 novembre, 15 millions. 25 novembre, 135 millions. 2 décembre, 27 millions. 16 décembre, 46 millions. Donc je vous rappelle qu'en 2011, c'est l'année où ils ont introduit le tirage le mardi. On passe à 2012. Le 6 janvier, 36 millions. 20 janvier, 49 millions. 7 février, 54 millions. 24 février, 54 millions. 2 mars, 26 millions. 16 mars, 45 millions. Vendredi 23 mars, 26 millions. 27 mars, 15 millions. 13 avril, 53 millions. 27 avril, 44 millions. 8 juin, 79 millions. 15 juin, 13 millions. 19 juin, 15 millions. 10 août, 190 millions. 24 août, 47 millions. 7 septembre, 47 millions. Donc là, ça s'espace, toujours sur la fin de l'année. 14 septembre, 26 millions. 28 septembre, 100 millions. 13 novembre, 169 millions. 20 novembre, 22 millions. 21 décembre, 101 millions. 2013, 1er janvier, 12 millions. 11 janvier, 34 millions. 25 janvier, 44 millions. 29 janvier, 7 500 000. 19 février, 60 millions. 8 mars, 51 millions. 12 mars, 15 millions. 29 mars, 132 millions. 5 avril, 13 millions. 12 avril, 26 millions. 16 avril, 15 millions. 26 avril, 32 millions. 28 mai, 95 millions. 25 juin, 93 millions. 28 juin, 15 millions. 9 juillet, 33 millions. 16 juillet, 22 millions. 19 juillet, 15 millions. 23 juillet, 15 millions. 23 août, 93 millions. 30 août, 12 millions. 6 septembre, 12 millions. 27 septembre, 65 millions. 15 octobre, 50 millions. 25 octobre, 31 millions. 29 octobre, pardon, 15 millions. 5 novembre, 21 millions. 8 novembre, 7 millions 500 000. 15 novembre, 100 millions. 26 novembre, 32 millions. 29 novembre, 15 millions. Et rien en décembre. 2014, 7 janvier, 65 millions. 31 janvier, 72 millions. 7 février, 25 millions. 14 février, 25 millions. 28 février, 42 millions. 14 mars, 129 millions. 21 mars, 25 millions. 28 mars, 25 millions. 1er avril, 15 millions. 2 mai, 89 millions. Alors là, on commence à voir l'introduction du code MyMillion en 2014. Je crois pas l'avoir vu avant. Donc le 2 mai, 89 millions. 13 juin, 137 millions. 20 juin, 24 millions. 15 juillet, 67 millions. 29 juillet, 37 millions. 19 août, 54 millions. 19 septembre, 86 millions. 30 septembre, 32 millions. 24 octobre, 190 millions. 28 octobre, 15 millions. 7 novembre, 16 millions. 2 décembre, 72 millions. Là, vous allez voir, c'est un beau mois de décembre. 16 décembre, 39 millions. 26 décembre, 25 millions. 30 décembre, 15 millions. En 2015, 9 janvier, 31 millions. 20 janvier, 16 millions. 27 janvier, 21 millions. 30 janvier, 7,5 millions.
3 février, 15 millions. 6 mars, 100 millions. 31 mars, 75 millions. 7 avril, 21 millions. 24 avril, 50 millions. Alors ici, on avait aussi 10 codes My Millions gagnants. 12 mai, 47 millions. 26 mai, 37 millions. 12 juin, 129 millions. 19 juin, 24 millions. 26 juin, 25 millions. 10 juillet, 40 millions. 24 juillet, 40 millions. 31 juillet, 24 millions. 14 août, 40 millions. 25 août, 30 millions. 28 août, 15 millions. 8 septembre, 30 millions. 25 septembre, 47 millions. 29 septembre, 15 millions. Et 5 codes de My Millions gagnés. 2 octobre, pareil, et 15 millions d'euros. 13 octobre, 15 millions. 20 novembre, 163 millions. 18 décembre, 83 millions. Alors on peut noter que les codes My Millions, je pense que stratégiquement, ça vient pallier peut-être la frustration des gens qui voient des cagnottes de plus en plus grosses et peut-être plus espacées qu'avant. Donc le fait d'avoir un gagnant à 1 million d'euros à chaque tirage, ça... inconsciemment, ça les encourage les gens. Je sais pas, ça doit être un truc comme ça. 2016, 29 janvier, 66 millions. 2 février, 15 millions. 12 février, 32 millions. 23 février, 31 millions. 26 février, 15 millions. 18 mars, 59 millions. 12 avril, 65 millions. 10 mai, 73 millions. 10 juin, 85 millions. 24 juin, 39 millions. 1er juillet, 23 millions. 29 juillet, 72 millions. 19 août, 54 millions. 2 septembre, 7 millions. 16 septembre, 39 millions. 23 septembre, 23 millions. 11 octobre, 168 millions. 25 octobre, 50 millions. 28 octobre, 17 millions. 8 novembre, 39 millions. 25 novembre, 30 millions. 2 décembre, 29 millions. 20 décembre, 61 millions. 27 décembre, 25 millions. 2017, donc 24 janvier, 88 millions. 31 janvier, 25 millions. 14 février, 23 millions. 17 février, 17 millions. 14 mars, 80 millions. 11 avril, 83 millions. 2 juin, 153 millions. 30 juin, 100 millions. 7 juillet, 28 millions. 11 juillet, 17 millions. 28 juillet, 57 millions. 8 août, 36 millions. 22 août, 44 millions. 25 août, 17 millions. 1er septembre, 28 millions. 6 octobre, 190 millions. 24 octobre, 65 millions. 27 octobre, 17 millions. 3 novembre, 28 millions. 19 décembre, 135 millions. 29 décembre, 38 millions. En 2018, donc rien en janvier. 23 février, 88 millions. 13 mars, 61 millions. 6 avril, 76 millions. J'ai l'impression qu'en début d'année, on est plus espacé que les autres années, au niveau des gains. 10 avril, 17 millions. Bon, là, ça se rapproche un petit peu. 24 avril, 138 millions. 8 mai, 45 millions. 1er juin, 37 millions. 5 juin, 17 millions. 8 juin, 17 millions. 19 juin, 36 millions. 10 juillet, 65 millions. 13 juillet, 17 millions. 21 août, 107 millions. 4 septembre, 45 millions. 2 octobre, 162 millions. 5 octobre, 17 millions. 2 novembre, 87 millions. 16 novembre, 50 millions. 2019, donc 1er janvier, 129 millions. 19 février, 175 millions. 15 mars, 83 millions. 9 avril, 79 millions. 23 avril, 44 millions. 30 avril, 25 millions. 7 mai, 25 millions. 28 mai, 32 millions. 11 juin, 138 millions.
19 juillet, 107 millions. 8 octobre, 190 millions. 19 novembre, 122 millions. 3 décembre, 48 millions. 17 décembre, 48 millions. En 2020, donc année dont tout le monde se souvient, on a le premier gain à 200 millions, vous verrez, en fin d'année. Alors, 17 janvier, 100 millions. 24 janvier, 28 millions. 7 février, 130 millions. 11 février, 17 millions. 28 février, 67 millions. 17 mars, 63 millions. 20 mars, 17 millions. 17 avril, 67 millions. 15 mai, 72 millions. 26 mai, 18 millions. 29 mai, 17 millions. 12 juin, 51 millions. 7 juillet, 144 millions. 21 juillet, 49 millions. 1er septembre, 157 millions. 25 septembre, 130 millions. 2 octobre, 30 millions. 27 octobre, 87 millions. 11 décembre, voilà, 200 millions d'euros. 22 décembre, 43 millions. En 2021, vous verrez, on aura le premier gain à 220 millions d'euros. Le plus élevé. 1er janvier, 44 millions. 22 janvier, 80 millions. Je veux dire plus élevé jusqu'ici, hein. Jusqu'en 2021. 26 février, 210 millions d'euros. 2 avril, 144 millions. 20 avril, 68 millions. 7 mai, 69 millions. 4 juin, 130 millions. 11 juin, 30 millions. 2 juillet, 77 millions. 6 juillet, 17 millions. 13 juillet, 26 millions. 13 août, 113 millions. 31 août, 21 millions. 7 septembre, 26 millions. 15 octobre, 220 millions. 26 novembre, 162 millions. 7 décembre, 143 millions. 28 décembre, 79 millions. On peut dire que les gains sont énormes en cette fin d'année 2021. 31 décembre, il fallait pas l'oublier, 17 millions. En 2022, vous verrez, les gains commencent vraiment à s'espacer, surtout sur la moitié, la fin de l'année. 18 janvier, 67 millions. 4 février, 130 millions. 11 février, 30 millions. 4 mars, 78 millions. 18 mars, 26 millions. 10 mai, 215 millions. 24 mai, 50 millions. 10 juin, 64 millions. 19 juillet, 230 millions, nouveau record. 29 juillet, 41 millions. 2 septembre, 128 millions. Et rien en octobre, rien en novembre, rien en décembre. Alors, mea culpa pour 2022, on va revenir dessus sur la fin parce que je me suis rendu compte soit que le site ne marquait plus gain. Alors peut-être parce que il a commencé à classer ses résultats différemment parce qu'il n'y avait pas de gain chez un Français. Parce que souvent on va voir que c'est un gagnant qui est européen mais pas français. Bref, on a oublié quelques gains. Hein. 23 septembre 2022, 193 millions. 4 novembre, 160 millions. 6 décembre, 142 millions. Voilà, donc ça modifie un petit peu la perception du coût erroné que j'avais fait sur 2022. Alors maintenant on passe à 2023. 31 janvier, 66 millions. 24 février, 102 millions. 7 mars, 144 millions. 24 mars, 66 millions. 5 mai, 53 millions. 2 juin, 130 millions. 20 juin, 64 millions. 11 juillet, 36 millions. 1er août, 72 millions. 1er septembre, 109 millions. 15 septembre, 27 millions. 17 octobre, 67 millions. 24 octobre, 26 millions. 27 octobre, 17 millions. 3 novembre, 31 millions. 8 décembre, 240 millions. Donc nouveau record. 19 décembre, rien. 22 décembre, 55 millions. 2024 maintenant, alors il y a des choses assez étranges en 2024. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi il y a de tels bons dans les jackpots annoncés? Bah, il semblerait que ça soit
Enfin, de tels bons, surtout que parfois on a des grosses cagnottes qui repartent à 0 sans gain au rang 1. Parce que vous allez voir, il y avait quelques formules où ils ont fait gagner 100 personnes à 1 million sans que le jackpot principal soit remporté. Donc vous allez voir ça. 16 janvier 2024, donc 87 millions. 19 janvier, 17 millions. 15 mars, 130 millions. 30 avril, 166 millions. Donc on voit déjà que c'est espacé et que c'est des grosses cagnottes. 25 juin, 213 millions. 19 juillet, 26 millions. 26 juillet, 28 millions. 6 septembre, 149 millions. 4 octobre, 162 millions. 19 novembre, donc là regardez, on n'a aucun gain au rang 1. On avait un jackpot annoncé de 168 millions d'euros, je me souviens. Et le 22 novembre, donc apparemment ils ont fait 100 nouveaux millionnaires. Et 151 000 euros pour 3 Français au rang 2. Mais le jackpot n'a pas été remporté. Vous voyez, donc c'est des formules qui changent un petit peu. Du coup, ensuite, on est reparti de 0, il me semble. Ensuite, 17 décembre, 77 millions. Ensuite, on passe à 2025, où il y a des choses que je comprends pas. 99 millions le 24 janvier. 14 février, 78 millions. 4 mars, donc regardez, on n'a aucun gain au rang 1, 17 millions. Et au lieu que le jackpot augmente par rapport à tous les gens qui ont joué, il reste le même au tirage du 7 mars. C'est-à-dire ils n'ont pas ajouté les gains du tirage d'avant. Bon, je ne sais pas pourquoi. On reste en fait à 17 millions. Donc là, il n'y a personne qui gagne au rang 1. Et là encore, on a un bond spectaculaire entre le vendredi 7 mars, on était à 17 millions, et on a un jackpot annoncé le 11 mars 2025 à 143 millions d'euros, qui n'est pas remporté. Ouais, j'ai pas compris là. Et aujourd'hui, on se retrouve à 243 millions d'euros. Bah, jackpot record, si je dis pas de bêtises, qui n'est toujours pas remporté. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. On sent des changements, des trucs étranges en 2024-2025. Surtout depuis octobre-novembre 2024. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Alors, le plus intéressant, ça serait peut-être, pour ceux parmi vous qui ont le temps, de faire des copies d'écran ou des résultats de chaque résultat que j'ai annoncé, parce que mine de rien, on a balayé quand même 21 ans de résultats au rang 1 euro million, donc c'est pour ça que c'était un peu long. Mais donc, si quelqu'un avait la capacité de mettre tout ça dans le moulin ChatGPT, etc., pour essayer de voir des écarts types, des variances types, ou des patterns, ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.